Nous évoquerons trois sujets. Ce soir, on va parler de la Gambie où la Cour internationale de justice a été saisie d'une plainte de Banjul contre la Birmanie sur le sort des Rohingyas. Nous irons aussi au Burkina avec cette question. Faut-il réhabiliter l'ancien président Blaise Compaoré pour obtenir la paix? Et puis, les USA, à quoi va aboutir la procédure de destitution contre le président américain Donald Trump? On en parle ce soir avec notre invité, maître Eric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir, maître Sosa. Bonsoir, Samuel Mirvi. Nous commençons avec la Gambie, où je le disais, la Gambie, mandatée par 57 pays de l'Organisation de la coopération islamique, a entamé lundi une action judiciaire devant la Cour internationale de justice contre la Birmanie pour ses actes de génocide à l'encontre de la minorité musulmane des Rohingyas. Quelques 740 000 Rohingyas ont fui depuis août 2017 les exactions de l'armée birmane et des milices bouddhistes qualifiées de génocide par des enquêteurs de l'ONU. La Gambie accuse la Birmanie d'avoir violé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Maître Sosa, c'est curieux la démarche de la Gambie, même si on suppose que les droits de l'homme sont universels. La Gambie est à 6000 km, enfin à des milliers de kilomètres de la Birmanie, et elle n'est pas la première nation directement concernée par ce qui s'y passe. Elle est exactement à 12 000 kilomètres. Bon, écoutez, je pense que la Gambie agit sous mandat de 57 nations, enfin États, qui lui ont confié le soin de le faire. Parce que, principalement, je pense que c'est le ministre, c'est l'activisme personnel du ministre de la Justice de la Gambie qui a permis à ce que la Gambie s'approprie l'initiative de l'action. Mais en fait, c'est une initiative déléguée. Et on lui a demandé de le faire, mais au nom d'une organisation internationale. Bon, parce que cette organisation internationale n'a pas qualité pour saisir la Cour de justice internationale, et c'est la raison pour laquelle, devant laquelle seules les nations peuvent ester. C'est la raison pour laquelle la Gambie s'est portée volontaire pour le faire. En soi, je ne trouve pas la démarche curieuse du tout. Ça aurait pu être n'importe quel État. Bon, la Gambie ici montre d'un zèle tout à fait louable en l'occurrence, parce que il faut bien que quelqu'un le fasse. Que ce soit la Gambie ou le Sri Lanka, ça ne nous gêne pas trop, parce qu'au Sri Lanka ou au Pakistan, ça aurait pu être la même chose. Sauf que ceux-là ont une proximité avec la Birmanie qui aurait pu être source encore d'autres difficultés futures. La raison pour laquelle, en choisissant un pays très lointain, mais partageant les mêmes valeurs au sein de l'Organisation de la coopération islamique, on peut imaginer que ils ont voulu se mettre à l'abri d'autres problèmes pour que celui qui porte l'action ne soit pas suspect de jouer pour des intérêts autres, stratégiques ou autres. La Gambie n'a aucun intérêt stratégique vis-à-vis de la Birmanie à défendre. Donc, elle défend au nom des valeurs universelles et au nom d'une organisation à laquelle elle appartient et qui regroupe des nations musulmanes, porte l'action parce que les victimes sont musulmans d'abord, et c'est parce qu'ils sont musulmans que les Rohingyas sont suppliciés par des milices ou par l'armée birmane. Et c'est la raison pour laquelle la Gambie trouve totalement droit et matière à saisir la Cour internationale de justice. Mais est-ce que ce n'est pas une action purement symbolique? Oui et non. Parce qu'il faut quand même que quelqu'un sonne l'alarme. Parce que ce qui se passe en Birmanie, qu'on le veuille ou non, enfin, maintenant, il n'est pas question de jouer de sémantique. Il faut appeler les choses par leur nom, et c'est souvent parce qu'on ne veut pas dire les choses comme il se doit qu'on couve et cautionne des méfaits abominables contre des populations. Et oui, là, il faut vraiment mettre le fer dans la plaie et dire qu'il y a génocide, parce que les gens sont visés en raison de ce qu'ils sont, et uniquement parce qu'ils sont différents, et systématiquement ils sont visés. C'est ça le génocide. La qualification juridique du génocide est là, et on a ici tous les ingrédients. On a fait la même chose au Rwanda. On a voulu jouer de sémantique pour cacher
la véritable forme des choses. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il se passait sous nos yeux quelque chose d'abominable. Et on a dit non, c'est des Rwandais entre eux. Non, c'était pas des Rwandais entre eux. Bon, c'est vrai que bon, il y aura à redire sur la façon dont les choses se sont passées après le génocide. Mais pendant les faits, c'était un génocide. C'était un groupe de personnes qui a décidé de s'attaquer à un autre groupe de personnes en raison d'une spécificité ethnique. C'est ça la question des Rohingyas, et c'est la raison pour laquelle je suis tout à fait d'accord que quelqu'un les défende et que quelqu'un finalement porte le débat sur la scène internationale de façon un peu plus soutenue. On est aussi ici avec la justice internationale dont on connaît la lenteur légendaire. C'est une procédure. C'est vrai que la Gambie a demandé qu'elle soit accélérée, mais au vu des dires des analystes, ça va prendre plusieurs années. Oui, ça va prendre plusieurs années. Mais écoutez, voyez, là encore, je suis obligé de faire des parallèles. Bon, la CPI, on est obligé d'en parler devant la situation présente des Rohingyas. Ailleurs, elle se serait auto-saisie, aurait trouvé matière. Le Conseil de sécurité aurait initié quelque chose. Mais ici, on se demande pourquoi on ne fait rien. C'est la raison pour laquelle je dis bien, j'approuve la démarche de la Gambie, parce que on aurait pu s'attendre à ce que la CPI, comme elle l'a fait ailleurs, la Côte d'Ivoire n'était pas signataire du traité de Rome en 2011, lorsque on a emmené Monsieur Gbagbo. La Côte d'Ivoire n'était pas État partie. Alors, la Birmanie aujourd'hui n'est pas non plus État partie. D'accord. Donc en appliquant le même zèle et en se saisissant avec le même émoi d'une situation humainement grave et dangereuse, la CPI aurait, enfin Madame Bensouda aurait pu très bien avoir le courage d'aller s'attaquer aux autorités birmanes. Pourquoi elle ne le fait pas? C'est vrai qu'elle a ouvert des enquêtes préliminaires depuis 2018 sur le cas des Rohingyas. Oui, on en est qu'au stade des enquêtes préliminaires. Voyez, ailleurs, on a déjà transporté des gens à qui on a imputé à crime contre l'humanité des choses dont on n'a pas encore clarifié les modes opératoires et les responsabilités. Vous voyez, c'est ça le problème. Écoutez, oui, la CPI aurait pu très bien connaître de cette affaire, mais apparemment, bon, elle se limite à faire le service minimum. Ok, alors il faut bien que quelqu'un d'autre le fasse. La Cour de justice internationale, étant qualifiée, a été saisie par la Gambie. Attendons de voir, même si d'un point de vue de l'efficacité technique, cette action ne va pas donner lieu à des poursuites pénales contre des responsables politiques. Il y a débat sur la scène internationale sur le cas des Rohingyas, et c'est déjà une façon d'attirer l'attention sur cette situation qui interpelle toute la communauté internationale et humaine. Mais quand on est dans le cas de la Birmanie, on ne perd pas non plus de vue qu'on est dans le pays de cette ex-opposante, aujourd'hui aux affaires, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix de son État, qui finalement, même sur le cas des Birmans, des Rohingyas, qui est une violation flagrante et massive des droits de l'homme, elle est plus politique que défenseuse des droits de l'homme. Bien. Alors, oui, vous posez là une question qui est grave, mais qu'il faut poser. Le cas personnel de Madame Aung San Suu Kyi. Bon, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Elle n'arrive même pas à condamner. C'est ça le drame aussi avec elle. C'est là le problème. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Parce que il faut voir quand même, et c'est là une des particularités du régime birman. Ce sont les militaires qui détiennent le pouvoir en Birmanie. Madame Aung San Suu Kyi, bon, elle a un pouvoir délégué, d'accord? Donc, elle a du mal à dire du mal des militaires, qui sont ses patrons véritables. C'est là son problème, en fait. La deuxième chose qui fait problème dans ce cas précis, c'est que la Birmanie est un pays, un sanctuaire bouddhiste.
et bon, que celle qui est chef d'État en Birmanie se prononce officiellement pour protéger une population minoritaire qui est ressentie, en tout cas présentée par la majorité bouddhiste, comme présentant un danger pour l'unité nationale. Des gens qui, depuis toujours, ont été marginalisés et à qui on veut faire comprendre qu'ils ne sont pas chez eux en Birmanie. Elle a du mal à prendre position. C'est ça qui pose problème, en Oui, fait, avec son cas. mais ça pose problème. C'est une question d'humanité, là. Ah ben, écoutez, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous et moi, nous situons à plus de 10 000 kilomètres de l'endroit où ça se passe. Et je ne suis pas sûr que Madame Aung San Suu Kyi manque d'humanité. Je ne suis pas sûr qu'elle soit totalement insensible. Il y a beaucoup de voix en Birmanie qui aimeraient voir ce problème réglé autrement. En même temps, elle est aussi dans des calculs politiques parce qu'elle sait que en prenant trop la défense des Rohingyas, je me mets à dos. Mais c'est tout. Oui. Elle se met à dos non pas seulement l'armée, mais la grande majorité de la population birmane, qui n'est pas du tout favorable à l'intégration des Rohingyas. Oui. Donc vous voyez que là, pour le coup, c'est facile de la pointer du doigt, elle, parce qu'elle est une cible facile à la critique. Mais allez demander aux Birmans. Parce que ceux qui font les exactions, parfois, c'est pas nécessairement les militaires. Ce sont des Birmans ordinaires qui disent non, nous sommes une terre sainte de bouddhisme, et ces gens-là sont des impies qui viennent souiller notre terre. Alors, vous voyez, quand on est dans cette mentalité et dans cet état d'esprit, c'est compliqué pour le chef de l'État de venir dire, en se mettant à dos ceux qui l'ont élu, qu'ils ont tort. Ça manque de courage politique. Oui. Mais j'ai souvent remarqué que courage politique ne veut pas dire être apte à se suicider. Très peu savent le faire. Mais ça veut dire aussi que Aung San Suu Kyi n'est finalement qu'une Birmane. C'est un peu ça. Oui, vous résumez bien la chose. Elle n'est finalement qu'une Birmane. Birmane, trop Birmane. Nous allons parler du second sujet, c'est le Burkina. Faut-il réhabiliter Blaise Compaoré pour obtenir la paix? On le sait, la situation au niveau du Burkina Faso, la situation sécuritaire surtout est complètement délabrée. Tout récemment, encore 3 assaillants ont été abattus lundi à Futuri, dans l'est du Burkina, lors d'une vigoureuse riposte à une attaque terroriste contre un détachement militaire. C'est ce qu'a annoncé l'état-major des armées à l'aube du lundi 11 novembre aux environs de 5 heures du matin. Le détachement de Futuri, c'est dans la province de Komandiari, agissant dans le cadre du groupement des forces pour la sécurisation de l'Est et du centre-Est du pays, a été la cible d'une attaque terroriste, a indiqué donc l'armée dans un communiqué. Maître Sosa, la situation sécuritaire au niveau du Burkina, on ne va plus le rappeler, est véritablement très tendue, très dégradée. Et plusieurs voix disent, je me rappelle encore que même une députée au Parlement l'avait dit, on ne doit pas avoir peur de ramener ceux qui peuvent contribuer à restaurer la paix. Oui, ici nous sommes en face d'un chantage scabreux qui a des ressorts politiciens qu'il faut absolument dénoncer. Quoi? On va nous expliquer que la simple réapparition de Blaise Compaoré sur la scène politique au Burkina Faso va bouter hors des terres burkinabés les terroristes qui en sont en train actuellement de supplicier les populations. C'est ça ce qu'on veut nous faire croire? Alors, de deux choses l'une, soit il y est pour quelque chose dans la dégradation actuelle de la situation sécuritaire, auquel cas c'est une double trahison, parce que bon, il trahit la nation et il mérite toutes les poursuites judiciaires qui lui sont intentées. Soit il n'y est pour rien du tout, et dans le retour à la normale, il ne sera pour rien non plus, parce que les enjeux sécuritaires ne sont pas personnalisables. C'est pas parce qu'il y en a un à la tête de l'État que les terroristes vont avoir peur et ne vont plus venir. Ou alors, ils sont ses commandites, il est leur commanditaire, ou alors, ils sont totalement étrangers, enfin, il est complètement étranger à leur action, et c'est pas parce qu'il sera là qu'ils vont avoir tellement peur de lui qu'ils vont arrêter de faire ce qu'ils font. Il faut quand même qu'on soit sérieux 2 secondes. Mais aujourd'hui, il est quand même très difficile de sortir de la tête de beaucoup de personnes
ce qu'a été la méthode Compaoré. Mais autre temps, autre mœurs. La méthode Compaoré, à l'époque, lorsque Compaoré était aux affaires, ben, la situation sécuritaire dans la sous-région n'était pas aussi dégradée. Oui. Elle était circonscrite au Mali seulement, à l'époque. D'accord? Oui. Bon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au Burkina Faso de spécial? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si les terroristes étaient venus, c'est la même armée burkinabé. C'est la même. Attendez, les cadres sécuritaires de l'armée burkinabé sont encore là. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils savaient faire avant qu'ils ne savent plus faire maintenant que Compaoré n'est plus là? Ils leur donnaient quoi? Quelle potion magique ils leur donnaient? De quel dispositif logistique ils jouissaient et qui n'existe plus aujourd'hui? Qu'on nous le dise. Mais il n'y a rien de tout ça. Et on nous dit, il faut nous ramener Compaoré parce que ça sera une sorte de garantie possible sur la paix civile. Mais attendez, on se fout littéralement de la gueule des gens. Ce sont des politiciens nostalgiques qui font ça. Vous savez, à ce train-là, ils vont nous réveiller Bokassa. En Centrafrique, on en est là aussi. Hein. Il y a des gens en Centrafrique qui disent, sous Bokassa, du temps de Bokassa, on avait la paix, il n'y avait pas ça. Vous voyez, ben non, il faut quand même savoir ce qu'on veut. Les peuples avancent, ils reculent pas. Enfin, certains choisissent de reculer, ben qu'ils reculent, mais au Burkina Faso, en tout cas, ils sont en train d'avancer. Mais sur le plan sécuritaire, ça n'avance pas. Mais attendez, ce qui se passe au Burkina Faso, à Dieu ne plaise qu'il arrive ailleurs et que le phénomène fasse tache d'huile. Mais c'est la même chose au Niger. Actuellement, ils sont une cible beaucoup plus vulnérable, plus fragile, pour des raisons opérationnelles uniquement, mais parce que les terroristes qui sont en train d'œuvrer là-bas ont trouvé certaines facilités qu'ils trouvent aussi au Mali. Il faut pas qu'on raconte des histoires. Il y a une semaine, combien de militaires maliens? 53. 53. Bon, ok. Alors, eux, ils n'ont pas de Compaoré, hein? Ou bien il faut qu'ils aillent rechercher ATT ou Sanogo. Non mais enfin, faut être sérieux. Faut être sérieux 2 secondes. Non, je pense que là, on marche sur la tête. Mais il y en a aussi beaucoup qui disent que le fait aujourd'hui que le Burkina soit exposé de cette manière est une des résultantes de la dissolution du RSP, qui était très fidèle à Blaise Compaoré. Bon, vous l'avez dit, très fidèle à Blaise Compaoré. Le RSP n'avait comme seule mission que de protéger Blaise Compaoré et son entourage. Pas de protéger la population contre d'éventuels actes terroristes. Aujourd'hui, écoutez, on est dans une guerre asymétrique. Et il ne s'agit pas, on ne peut pas mettre un gendarme, un militaire derrière chaque salle de classe, derrière chaque hôpital. Et ceux qui agissent, ou derrière chaque pic. Ben, attends, il y a pourtant des militaires dans les picoques qu'on attaque. Oui. Alors, on va mettre d'autres militaires pour protéger ces militaires-là? Ce sont eux qu'on attaque directement. Alors, on va me dire, parce que Blaise Compaoré sera là, ça deviendra un tabou d'attaquer les militaires? Soyons sérieux. Cette affaire-là, je pense qu'il y a une sorte d'amalgame de politiciens que je trouve absolument scandaleux. C'est un chantage. Mais Blaise Compaoré lui-même avait écrit au président Roch Marc Kabore. Parce qu'on l'accusait d'avoir manipulé, d'être une main noire possible derrière les actes terroristes. Et il a écrit pour dire « je n'y suis pour rien ». Il a proposé un peu ses services aussi. Mais quel service? Qu'il passe d'abord devant la justice, qu'il vienne affronter la justice de son pays, s'il a le courage. Mais, après, il ira affronter les terroristes. Il va les chasser à coups de cravache. Mais il y a n'importe quoi. Une sorte de concordance de calendrier qui est assez curieux dans l'affaire. Le départ de Blaise Compaoré, l'installation du nouveau pouvoir, et puis quelques mois après, les premiers attentats ont commencé. Écoutez, vous faites peut-être des rapprochements auxquels je veux m'interdire de m'essayer, mais tout le monde sait que, bon, Kadhafi mort, l'armée libyenne démantelée a été porteuse de beaucoup de désordre dans cette zone-là. Au Cameroun, on a le même phénomène. Au Nigeria,
on a le même phénomène. Attendez, Goodluck Jonathan a perdu le pouvoir pour une grande part aussi parce qu'il n'a pas su régler le problème de Boko Haram. Quand Buhari est arrivé, on a dit « Ah, voilà, un militaire, il sait, il connaît son affaire, etc. » Il a déplacé à Maïdougouri l'état-major. Et pourtant, Boko Haram est toujours là. On continue toujours de le faire. Il est là, il déclame tout le temps. Il a été réélu. Et pourtant, Boko Haram est toujours là. Alors, on va m'expliquer que Compaoré est revenu. Alors, enfin, je ne sais pas quel est leur nom, hein, ceux qui agissent là-bas. Mais ils vont se démanteler d'eux-mêmes, ils seront atomisés, ils vont disparaître, comme par effervescence. Non, mais franchement, on est sérieux là? C'est une insulte à l'intelligence des gens à qui on dit ça. Refaites revenir Compaoré, vous allez voir, ça va résoudre le problème du terrorisme. Ou il est pour quelque chose dedans. Et à ce moment-là, c'est devant la justice qu'il doit comparaître et pas du tout dans l'arène politique. Le dernier sujet, ce sont les USA. À quoi aboutira le processus de destitution du président Trump? Le président Trump est dans la tourmente depuis quelques semaines déjà pour une affaire de pression supposée sur le président ukrainien. Les démocrates demandent qu'il soit destitué et ont enclenché pour cela une procédure à son encontre. Donald Trump, lui, se débat comme un beau diable. En tout cas, aujourd'hui, on le voit, Maître Sosa, une procédure de destitution de Donald Trump. C'est vrai, les démocrates y croient beaucoup, mais dans les faits, très peu de chances que ça aboutisse. Oui, c'est vrai. Enfin, les chances pour que ça aboutisse sont assez minces. Et pourtant, je pense que c'est sain dans une démocratie qui est agissante que ce genre de mécanisme permettent au moins de questionner la responsabilité et la redevabilité de ceux qui ont la charge de gouverner un pays. Ce que M. Trump a fait s'apparente à une véritable trahison et c'est une attitude parfaitement criminelle parce que c'est une façon d'exposer les États-Unis et c'est une façon de fragiliser la démocratie américaine. Donc, oui, qu'il y ait une procédure pour investiguer sur les faits et établir la responsabilité de M. Trump, ça me paraît tout à fait recommandable et nécessaire. Maintenant, quelles sont les chances d'aboutir à une destitution? C'est encore autre chose. Vous voyez, il y a deux étapes. La première étape, voir qui a fait quoi et qui est à la tête de notre pays pour caractériser son comportement. Et ensuite, en tirer les conséquences. S'il n'est pas destitué par le jeu politique ou par la voie légale, parce que la destitution, c'est quand même un processus tout à fait encadré légalement. Si ça n'aboutit pas, eh bien, devant les électeurs, qui sont juges suprêmes, on va voir. Mais aux États-Unis, vous voyez, je suis devenu extrêmement sceptique, parce que la démocratie américaine nous a fait vivre des surprises assez inquiétantes. C'est pas de bonnes surprises. Monsieur Trump a eu 3 millions de voix de moins que Madame Clinton. Monsieur Trump est président par une alchimie, parce que là, c'est vraiment une alchimie, qui n'est déchiffrable que par de très grands connaisseurs de la politique américaine et par des magiciens. Mais le commun des mortels s'interroge toujours sur ce qui s'appelle la démocratie représentative ou électorale, où on dit que le peuple souverain a la voix suprême, mais quand le peuple souverain se prononce, il y a d'autres voix pour détourner le pouvoir du peuple au profit de quelqu'un qui n'a pas été choisi par le peuple. Alors, je ne sais plus ce que veut dire la démocratie, je ne sais plus ce que veut dire le suffrage universel. En même temps, cette procédure de destitution à laquelle s'accrochent, s'arc-boutent, même je vais le dire comme ça, tant les démocrates, est-ce que ça ne relève pas d'une certaine frilosité de ces démocrates eux-mêmes aujourd'hui, qui sont quasiment sans leader aujourd'hui? Ah non, ça n'a rien à voir. Ils auraient un leader. Ils se cherchent un souffle politique. Mais non, ils sont en ce moment en train de faire les primaires. Oui.
Donc, aux États-Unis, ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de leader candidat naturel. Il y a une compétition dans les deux camps, sauf pour le camp dont est issu le président en exercice, le sortant, à qui on donne naturellement blanc-seing pour recompétir. En règle générale, on choisit au sein du groupe opposé celui qui sera le meilleur compétiteur. Donc, ils sont dans ce processus-là. Donc, ils ne sont pas en mal de leadership. Ça ne s'est jamais passé comme ça aux États-Unis. C'est ça la différence. Mais il n'y a pas non plus une grande assurance en la victoire. Tous les en la victoire de qui? Non, des démocrates pour battre Trump. Mais l'année prochaine. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est aussi stratégique de fragiliser Trump en le dénonçant pour ce qu'il est, pour faciliter la victoire du camp adverse. C'est purement politicienne aussi. Ah ben, totalement, oui. On n'est que dans la manœuvre politicienne, là. Oui, bien sûr. Mais attendez, mettez-vous à leur place. Vous avez quelqu'un qui a finalement ravi la victoire à votre championne 4 ans auparavant, et vous le trouvez en train de se tremper la main dans quelque chose qui est indigne, et vous allez vous taire? Non, il a voulu salir notre championne en montant avec des puissances étrangères des dossiers complètement contre elle. Maintenant qu'on a un dossier véritable contre lui, ben vous voulez qu'on lui fasse cadeau? On va pas lui faciliter le travail. C'est pour ça qu'ils le font, et je suis tout à fait d'accord, parce que c'est la règle du jeu. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être passé. C'est toujours un plaisir. On va marquer maintenant la pause, et après le journal, on passe à regard croisé.